parler d'un certain nombre de sujets. Et en même temps, en Chine, où l'équipe prépare le lancement d'un satellite qui va sur la Lune pour collecter des prélèvements sur le sol de la Lune pour la première fois depuis 1978 et partout dans le monde. Des agences, des laboratoires, des sociétés privées développent des façons, des possibilités d'extraire de l'eau ou certains minéraux de la surface de la Lune. Je ne pense pas qu'il est temps qu'on en est encore aux ressources minérales ou de minerais de la Lune, mais c'est maintenant le moment d'en discuter. Et pour discuter de là où nous sommes aujourd'hui pour aller vers l'exploitation, j'ai deux invités. À ma gauche, Jean-Jacques Dordain, qui est le directeur général de l'ISA et puis qui est maintenant membre du comité exécutif pour le gouvernement luxembourgeois. À ma droite, Monsieur Bruno Paliccia de la société CSB qui prépare. Eh bien, nous le verrons. Je vous laisserai le présenter. Et puis, par visioconférence, nous avons Monsieur Marc Serre, directeur de l'Agence spatiale du Luxembourg, et nous aurons peut-être un quatrième participant lorsque la connexion sera bonne. Tout d'abord, c'est assez impressionnant que le Luxembourg soit présent beaucoup sur cette table ronde. J'aimerais que chacun d'entre vous nous dise comment vous êtes arrivé à l'exploitation des ressources naturelles de l'espace. Je crois que depuis que le Luxembourg a pris l'initiative du développement de ces ressources spatiales, et si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce au gouvernement du Luxembourg qui a été le premier de prendre l'initiative sur les ressources de l'espace. Et je pense que Marc en parlera beaucoup mieux que moi. Le Luxembourg a été le numéro 1 en Europe et le numéro 2 au monde après les États-Unis, parce que toutes ces activités en Europe ont commencé en février 2016 à travers une conférence de presse donnée par Etienne Schneider, le vice-président, et moi-même, pour annoncer que le Luxembourg prenait une telle initiative. Et je dois dire qu'à cette époque, à ces moments, ça ressemblait vraiment à de la science-fiction. Et maintenant, ça n'est plus de la science-fiction, et ceci est dû à la convergence entre cette initiative sur les ressources spatiales et l'exploration lunaire. Parce que lorsque nous avons commencé et lorsque nous parlons des ressources spatiales, nous parlions des ressources des astéroïdes, parce que les astéroïdes sont une source extraordinaire de ressources. Mais, petit à petit, grâce à l'exploration de la Lune, il y a une convergence entre deux initiatives, la première sur les ressources spatiales et la deuxième sur l'exploration de la Lune, parce que l'exploration de la Lune nous donnait ou nous donne un marché pour l'exploitation des ressources spatiales. Il ne peut pas y avoir d'exploration de la Lune sans ressources spatiales. Donc ça n'est plus de la science-fiction, mais c'est devenu une vraie nécessité depuis le programme Artemis. Et comme le programme Artemis veut non seulement atterrir, à l'unir sur la Lune, mais y rester sans utiliser de ressources spatiale. Et c'est cette convergence qui a créé un tel momentum et une telle accélération d'activité sur les ressources spatiales. Merci.
Monsieur Serre, pourriez-vous nous dire quelle est la position de votre agence? Oui, bien sûr. En fait, Jean-Jacques a parlé de cette initiative de 2016, mais en fait, ça a commencé un peu avant, lors de discussions entre les équipes ici au Luxembourg et la NASA. Et alors, notre ministre était très intrigué par un tel sujet. Donc, nous avons commencé à travailler, participer à des conférences. Nous avons rencontré des personnes, des chercheurs, des industriels, les acteurs de ce marché des ressources spatiales, qui n'est pas une nouvelle chose. C'était déjà un peu prévu dans l'émission Apollo, mais ça n'était pas développé à la vitesse à laquelle ça l'est aujourd'hui. Et puis après cette année et demie de recherche, d'investigation, nous nous sommes rendus compte que c'était extrêmement important pour le futur, que c'était également une opportunité pour le Luxembourg d'être partie prenante d'un tel développement. À long terme, on pouvait attendre des retours économiques pour le Luxembourg. Et nous sommes donc arrivés à l'initiative que Jean-Jacques a rappelée. Et puis, pour commencer cette initiative, nous avons voulu comprendre les différents défis auxquels nous aurions à faire face. Même avant l'annonce du commencement de cette initiative, nous avions commencé à regarder le cadre juridique d'une telle opération, et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus loin dans notre débat, un peu après dans notre débat. Et la première chose que nous avons faite au sein de la stratégie que nous avons élaborée, cela a été fait avec le soutien du comité de conseil, dont Jean-Jacques était un des premiers membres, où nous avons essayé de résoudre les différents défis liés aux ressources spatiales. Avant de continuer, je veux d'abord être sûr que nous comprenons bien ce dont nous parlons. Donc, on parle d'exploiter les ressources naturelles dans l'espace et les utiliser là-bas. Oui. Oui, en effet. L'utilisation des ressources spatiales est ce qui nous permet, par exemple, si on parle de la Lune, de rester et de demeurer sur la Lune. Et puis après, on peut parler de Mars. Donc on utilise bien les ressources spatiales sur place afin de faire en sorte que les missions humaines puissent s'installer. On ne parle pas ici de ramener de telles ressources sur Terre. Nous avons lu différents articles avec des fantasmes sur les quantités d'or qui seraient trouvées et qui reviendraient sur Terre. Nous avons fait une étude de la chaîne de valeur en ce qui concerne les ressources spatiales. Et au cours de cette étude, nous avons regardé ce sujet sous différents angles et nous avons essayé d'identifier un certain nombre de différents cas d'utilisation. Par exemple, l'utilisation de ressources spatiales qu'on ramènerait sur la Terre est apparue non valable et ne serait certainement pas la première utilisation de ces ressources spatiales. Et pour confirmer ce que Jean-Jacques vient de dire, ce qui a été utilisé, l'utilisation qui a été identifiée, la première, est d'utiliser l'eau, ressource naturelle que vous pouvez trouver sur l'eau, et l'utiliser comme carburant.
le premier bénéfice donc des ressources spatiales, c'est dans l'espace, pour l'espace. Eh bien, Monsieur Palicia, vous arriverez à prononcer correctement mon nom avant la fin de la table ronde. Donc, vous venez du milieu de l'industrie, vous avez créé FaceB, et vous êtes l'industriel dans cette table ronde, donc vous êtes vraiment sérieux. Oui, bien sûr, je suis géophysicien et je travaillais pour une grande société dans le domaine de l'énergie et du pétrole française, et je travaillais sur les ressources terrestres. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de synergie entre ce que nous faisons sur Terre et ce que les gens veulent faire sur la Lune, parce que sur la Terre, nous regardons nous cherchons des ressources qui sont très difficiles d'accès parce qu'il faut maintenant forer à plusieurs kilomètres de profondeur dans l'espace. Il faut aller loin, jusque sur la Lune. Il faut y aller. Donc il faut des grandes sociétés avec beaucoup de capitaux. Et la première étape pour aller là-bas et pour investir d'importantes sommes d'argent, et qu'il faut qu'on puisse utiliser ces ressources. Donc c'est cette société que j'ai créée en Luxembourg, SeisB, donc de créer un outil géophysique permettant de rechercher ces ressources. Donc je commence maintenant une nouvelle aventure, et donc de nouvelles affaires, et je suis très excité. Donc, ce que ça veut dire, c'est un outil géophysique qui fonctionne sur Terre, donc qui fonctionne de façon correcte sur la Terre pour identifier les ressources, déterminer leur quantité. Donc si vous êtes capable d'avoir la quantité de ressources, alors vous pouvez donner une somme et un investissement. Donc cette identification et quantification des ressources permet de voir si on peut faire des affaires. Oui, tout continuer sur ce que Bruno disait, c'est une discussion que nous avons eue souvent dans le comité de conseil du gouvernement luxembourgeois. Donc, utiliser des ressources spatiales, c'est d'abord une question de ressources. Donc, il faut qu'on voit le secteur qui cherche, exploite les ressources sur Terre. Et ça, c'est important, et je suis très content de voir que le secteur des ressources, de l'exploitation des ressources sur Terre est en train maintenant de regarder les différents moyens d'identifier, de quantifier et d'extraire les ressources spatiales. Marc va nous parler du Centre d'innovation de ressources spatiales européennes au Luxembourg. Et lors de cette inauguration, il y a une phrase en nous disant que les ressources spatiales sont trop importantes, il y en a trop pour être seulement prises en compte et exploitées par les acteurs spatiaux, si je puis dire, du secteur spatial. Donc, il va nous falloir voir beaucoup plus large. Bien. J'ai préparé ma liste d'achats. Pour exploiter les ressources spatiales, nous avons besoin de les détecter, de les identifier, d'avoir des technologies qui permettent d'y accéder, qui permettent de les exploiter. Mais nous avons, de l'autre côté, besoin d'un marché qui va les acheter, sans oublier un cadre juridique permettant de le faire. Est-ce qu'il y a un ordre logique dans lequel on devrait mettre tout ce que je viens de dire? Oui, eh bien, on a fait beaucoup de grands progrès. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a différents aspects
techniques, technologiques, financiers, juridiques et commerciaux. Et comme je l'ai dit, le premier marché des ressources spatiales sont les missions basées sur l'exploration de la Lune. Alors, on l'appelle le programme Artemis, avec l'alunissage du premier équipage en 2024, et puis une base lunaire qui pourra perdurer en 2028. C'est quelque chose qui n'est pas un rêve. Ça veut dire qu'il y a un marché qui n'est pas si loin que ça. Et la NASA, par exemple, qui est le plus gros investisseur dans ce programme d'exploration lunaire, a développé des méthodologies et ils sont prêts à acheter des services et des ressources auprès de sociétés privées, commerciales. Ils cherchent des partenaires parce que, au contraire du programme Apollo, ce n'est plus une course entre les pays. À l'époque, l'Union soviétique et les États-Unis, c'est un programme de coopération et ils ont développé un cadre juridique, comme de la même façon que le Luxembourg l'a fait, pour dire que quand vous lisez l'accord Artemis qui a été signé par 7 pays ensemble avec la NASA, cet accord Artemis, dans cet accord Artemis, il parle exclusivement de ressources spatiales. Alors, il y a une section sur les ressources spatiales, une section sur les zones de sécurité, et la troisième section est sur la manière de les récupérer. Donc, tout ceci est basé sur l'utilisation des ressources spatiales. Vous, en tant qu'agence, Monsieur Serre, comment voyez-vous ça? Oui, eh bien, je crois que votre liste de cadeaux de Noël, si tant est qu'on puisse en faire, recouvre bien l'ensemble des points importants. Donc, un cadre juridique, je crois que Jean-Jacques en a parlé. Nous avons, au Luxembourg, réalisé cette première étape en mettant en place une loi spécifique à l'utilisation des ressources spatiales, et c'est un message politique fort, car il y a par exemple un article qui crée beaucoup de débats au niveau international, qui dit en gros que l'on considère que les ressources spatiales ne peuvent pas être propriété privée. Et pour nous, c'est fondamental si nous voulons développer toutes les activités autour de cela. Nous devons s'assurer que nous pouvons récupérer ces ressources spatiales, que nous pouvons les utiliser et que même au-delà de cela, les acteurs privés pourront les commercialiser, soit les matériaux bruts, mais en fait tous les produits dérivés de ces ressources. Juste de façon très courte pour l'aparté. Comment cela est-ce que c'est vraiment, ça matche bien les législations existantes? Eh bien, est-ce que c'est consistant avec les législations existantes? Eh bien, si vous regardez dans les textes, certains ne sont pas d'accord, mais nous pouvons en discuter de notre point de vue. Nous avons fait cette étude et nous avions fait une étude auparavant, 2016, avant 2016, avec des experts, avec des spécialistes juridiques, et la façon dont notre loi est formulée est complètement consistante avec les traités internationaux. Une grande part de notre loi autorise et permet l'autorisation et le contrôle de ces ressources spatiales. Donc, de notre
point de vue, nous avons réalisé une étape importante au niveau national. Mais c'est évidemment pas suffisant, il faut faire d'autres choses et nous sommes extrêmement actifs au niveau international. Je crois que lors des 3 dernières années, cette année quand même assez particulière, mais l'année précédente, l'ONU avait mis ce sujet des ressources spatiales dans leur agenda. Et aujourd'hui, il y a des discussions un peu partout dans le monde pour savoir quelle est la meilleure manière d'utiliser ces ressources spatiales. Et je pense que à travers le monde, la prise de conscience, le niveau de compréhension est très varié d'un pays à l'autre, d'une région à une autre. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour la coordination des différentes agences, pour leur montrer quelles sont les opportunités possibles. Et ça n'est pas seulement quelque chose qui provoque l'intérêt du seul Luxembourg. Donc, nous avons besoin de l'intérêt et de l'implication de plein d'autres pays. Ne serait-ce que sur la question de la technologie, on parle de ressources ici, mais il faut que l'on ait des acteurs industriels qui, comme il a été dit, qui viennent avec leur expertise sur Terre, qui montrent de quelle façon large il faut considérer ce sujet. D'un point de vue légal, bien sûr, il reste du travail à faire et je suis sûr également que les éléments que nous avons dans l'accord Artemis constituent une deuxième étape dans l'utilisation des ressources spatiales et que ceci sera la première opportunité pour commencer à faire des choses concrètes, avoir des activités de prospection ou d'extraction ou d'exploitation avec des équipements, des structures que l'on pourra trouver. Donc ici, on va au-delà de ce que l'on a fait au Luxembourg, mais je pense que aujourd'hui, tout est fait dans le respect des traités internationaux. Si je peux rajouter quelque chose d'un point de vue industriel, c'est probablement l'étape la plus importante. Il faut qu'on ait ce cadre juridique parce que sinon, on va pas. Il n'y a pas de sociétés qui vont s'y investir. Et je suis content que les USA, le Luxembourg ont commencé avec ça parce que c'est l'élément fondateur, clé. Quelles sont les autres étapes? Vous êtes basé au Luxembourg, c'est pas pour rien, j'imagine. C'est parce que le cadre juridique est là. Oui, bien sûr, c'est de loin le pays le plus actif sur ce sujet. C'est le pays qui montre vraiment une implication très importante depuis des années. Et pour commencer ces affaires-là, c'est très risqué. Hein. Il y a beaucoup de défis, bien évidemment, et nous avons besoin d'un support, d'un soutien important. Nous ne pouvons pas nous permettre, en tant qu'industriels, d'attendre des décisions politiques ou d'avoir des décisions politiques qui vont changer au gré des différents dirigeants. Nous avons besoin d'un cadre bien fait et qui va perdurer sur une dizaine d'années ou des dizaines d'années. Pour moi, le Luxembourg remplit toutes ces conditions et nous fournit, répond à nos besoins. Parce que pour attirer ces sociétés importantes, il faut d'abord leur montrer qu'il y a des affaires à faire. Et là, les seules personnes qui peuvent nous aider à faire ça en tant que société qui commence, c'est d'avoir quelqu'un qui va nous aider, qui nous soutient
et qui n'attend pas un retour immédiat sur son investissement. Et donc le Luxembourg ici a un rôle très important à jouer en nous permettant de saisir l'opportunité de commencer à faire des affaires dans l'espace. Et je pense que c'est ce qui est de plus important. Donc les grandes sociétés du secteur de l'énergie, il faut d'abord qu'on leur montre leur montre qu'on peut identifier ces ressources spatiales et les quantifier. Et là où le Luxembourg peut nous aider, c'est que ils peuvent nous donner la possibilité et peut-être le financement de démontrer cela. Et alors à ce moment-là seulement, les grands joueurs viendront. Donc l'idée, c'est vous devez transporter des capteurs là-bas. Et donc, évidemment, il faut d'autres sociétés. Oui, donc ma société est la première, c'est la première brique pour rendre ces affaires possibles. Ensuite, on sait bien que pour voyager dans l'espace, c'est très cher et on ne peut pas le faire tout seul, sauf s'il n'y avait pas de support derrière vous. Et ça n'est pas une grosse société qui va faire ça parce que elle n'est pas sûre que ça va être rentable. Donc là, ce sont des grandes agences nationales et internationales qui vont pouvoir nous aider. Monsieur Serre, je crois comprendre que votre agence est bien impliquée, par exemple la mission IRA, où vous avez un rôle important, et également vous avez juste ouvert un centre d'innovation des ressources spatiales au niveau européen. Eh bien, peut-être, si je reviens sur votre liste de cadeaux, d'achats, ce que nous avons fait, je disais que vous êtes ici, vous touchez bien les quelques défis que nous avons. Donc l'aspect juridique. Et l'aspect juridique est toujours un défi, parce que bien sûr, il y a des choses qui existent au niveau de la Terre, mais nous devons avoir les ressources nécessaires pour aller dans l'espace avec des conditions qui nous sont pas favorables. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les technologies pour pouvoir extraire, transformer les matériaux et d'avoir la chaîne de valeur pour cela, mais aussi de savoir où est-ce que ça va aller. Et je pense qu'une mission comme Kira est très intéressante. On a une bonne synergie avec... et en ce qui concerne le premier objectif, le fait de savoir comment est-ce qu'on va, par exemple, s'occuper, enfin, gérer les risques de collision avec la Terre, par exemple, et réduire ces risques, par exemple, pour les astéroïdes. Les astéroïdes sont des endroits intéressants où on peut trouver des ressources et on a identifié des synergies intéressantes sur le besoin de caractériser les astéroïdes. Bien sûr, nous avons besoin d'une protection planétaire. Si un astéroïde devait rentrer en collision avec la Terre, et nous devons savoir aussi comment nous allons gérer ces ressources de l'espace. On peut imaginer un radar qui serait capable de caractériser la structure et la composition de l'astéroïde et qui donnerait de nombreuses informations aux scientifiques qui étudient les astéroïdes. Je pense que vous avez découvert, je pense que vous savez les caractéristiques de ces objets.
Et à chaque fois qu'on découvre un astéroïde, on découvre quelque chose de nouveau. Peut-être que la Lune est plus facile à comprendre, à connaître que les astéroïdes. La Lune est plus proche de nous, on peut la voir à partir de la Terre. Mais je pense que rien que le fait de se déplacer sur la surface de la Lune aujourd'hui est déjà un défi. Donc il y a de nombreux défis qui nous attendent au niveau technique. Le troisième aspect est l'aspect financier. Je viens d'entendre Bruno qui vient de parler du financement. Je pense que c'est absolument crucial pour nous. L'agence spatiale ne pourra pas aller toute seule là-bas. Nous avons besoin des contributions du secteur privé et nous avons fait de nombreux efforts pour convaincre d'autres partenaires à nous rejoindre, à rejoindre cette initiative et particulièrement l'industrie minière terrestre, industrielle, parce cette industrie peut apporter sa contribution et peut investir à l'avenir dans ce type de mission. Et finalement, pour terminer, je voudrais parler de l'aspect commercial. Nous avons besoin d'avoir un marché et là, il faut créer une nouvelle chaîne de valeur en parallèle. Si on regarde la Lune, par exemple, ça n'a pas de sens si nous ne pouvons pas vendre ce que nous extrayons. Ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir créer de la valeur. Il faut aussi donner de l'oxygène aux sciences, aux futures sciences qui vont voir le jour. Il faudra peut-être rapatrier ces ressources sur la Terre. Donc, nous devons créer une chaîne de valeur complète. Je pense qu'on a besoin d'impliquer un nombre de partenaires, un nombre de parties prenantes très variées et très vastes. Nous devons trouver des personnes qui sont intéressées dans ce domaine, car nous ne pourrons pas tout faire à partir du Luxembourg. C'est beaucoup trop vaste, beaucoup trop important pour un petit pays comme le Luxembourg. Donc nous encourageons l'Europe à devenir un acteur de cette industrie, de ce marché. C'est vraiment une opportunité pour l'Europe de devenir un partenaire, un acteur majeur de ce domaine. Nous devons nous réveiller et être beaucoup plus actifs sur ce front-là. Nous essayons d'encourager ces sujets, de les mettre sur le devant de la scène. Je pense qu'au niveau européen, nous avons de bons partenaires. Cela donne une dimension européenne aux initiatives que nous avons commencées. Pour nous, aujourd'hui, c'est important que ce projet soit mis en valeur, soit institutionnalisé pour qu'on puisse le rendre concret et le faire advenir. Waouh! Eh bien, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a réalisé plusieurs études récemment en ce qui concerne la Lune, mais je pense qu'on ne fait qu'érafler la surface de ce qui est possible. Quelle est la prochaine étape? Pour aller plus avant, pour dépasser la surface, eh bien, nous utilisons certains outils dans l'industrie minière pour avoir des images en 3D de ce qui se passe sous la Terre. En ce qui concerne la Terre,
on peut faire de l'exploration et avoir des images sur plusieurs kilomètres sous la Terre. Je ne sais pas si on peut aller aussi profondément au niveau de la Lune, mais nous devons avoir ces images. Donc avoir des images en taille réelle, hein, et avoir cette imagerie, c'est très important d'avoir des images du sous-sol de la Lune. Avoir aussi, pouvoir enregistrer des sons, les vagues de sons pour avoir une idée de la profondeur des fonds souterrains. C'est la première chose que nous devons faire, utiliser les ondes sonores. C'est très important. C'était la première chose que nous devons faire. Il faut aller beaucoup plus loin que regarder la surface, bien sûr, et rafler la surface. C'est important, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et ce sont les premières étapes techniques de l'exploration des sous-sols de la Lune. Stéphane, peut-être vous pourrez nous parler un petit peu de ces projets de l'ESA, l'Agence européenne de l'espace. Nous avons... le lancement a été lancé, le lancement est annoncé il y a 2 jours. Et des besoins spécifiques ont été identifiés. Ce que nous avons découvert dans les différents ateliers, c'est qu'il y a déjà une communauté qui est intéressée par ces aspects, mais cette communauté est répartie en petits groupes dans différents endroits. Il n'y a pas un endroit central où ce thème est vraiment le centre de la recherche. Donc, nous voudrions avoir un groupe de recherche. Et la première idée que nous avions, c'était que ce groupe de recherche soit soit organisé par l'Agence spatiale du Luxembourg. Nous ne voulons pas réinventer quelque chose qui existe déjà. Donc, avec l'ESA, nous avons cette idée de créer un groupe d'innovation à l'échelle européenne qui aurait une composante nationale, et nous travaillons avec l'Institut luxembourgeois pour les sciences et les technologies et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est notre premier partenaire stratégique. Le but n'est pas d'avoir un centre de recherche purement théorique. Il s'agirait d'une plateforme pour tous les groupes de recherche basés en Europe et qui leur offrirait l'opportunité de collaborer, de travailler ensemble sur ce thème en Europe. Nous avons déjà eu des discussions intéressantes avec d'autres agences et d'autres pays qui sont intéressés par cette collaboration au sein de ce centre. Je pense que c'est intéressant et c'est important de se rappeler de cela. Bien sûr, ici, nous nous concentrons sur la recherche publique. Le but, c'est de créer des technologies qui serviront aux activités économiques futures et au développement économique futur. Des technologies qui pourraient atteindre un certain niveau de maturité et qui pourraient être utilisées pour des opérations à visée commerciale. C'est pour ça que nous avons le terme innovation dans le titre, parce que le but vraiment, c'est de mettre bout à bout toutes les pièces du puzzle et d'avoir quelque chose de complet avec de la recherche, du financement et un cycle d'innovation dans ce secteur. C'est un aspect important, ainsi que la création de ce centre. En ce qui concerne nos partenaires stratégiques,
Nous avons décidé de mettre en place différents types d'activités. Et pour revenir à ce que vous avez dit, ce qu'ESA essaye de faire, l'Agence spatiale européenne, c'est d'essayer d'extraire de l'oxygène de la surface de la Lune. C'est la première technologie qu'elle souhaite développer. l'ESA a déjà mis en place l'année dernière une stratégie sur les ressources spatiales et nous serons capables d'étendre ces activités technologiques mises en place par l'ESA au cours des prochaines années en étendant notre base d'États membres au cours des prochaines années. C'est très prometteur tout ce que vous nous dites. En ce qui concerne les marchés nécessaires, je sais que vous nous avez fait part d'un test intéressant sur le fait que ces ressources pourraient vraiment changer totalement la donne. Oui, c'est ce que nous avons fait conjointement avec l'Université du Luxembourg. Nous avons demandé aux étudiants de redéfinir les missions de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Nous avons ensuite sélectionné 3 missions, Herschel et Rosetta, et nous demandons aux étudiants de nous dire comment ils pourraient redéfinir, reconcevoir ces missions, tout en tenant compte du fait qu'ils auront accès à ces ressources spatiales. Donc, ces ressources spatiales vont vraiment changer la façon de concevoir ces missions spatiales. Nous avons donc impliqué 3 équipes d'étudiants de l'Université du Luxembourg. Et ils ont juste commencé à travailler sur ce projet. Je pourrais convaincre les 3 chefs de projet de l'ESA qui maintenant sont à la retraite, mais ils sont les coachs, les entraîneurs de ces équipes, ils sont les mentors de ces équipes d'étudiants. C'est quelque chose de très concret. On voit ici les ressources spatiales et comment elles peuvent vraiment changer, modifier de façon profonde la façon dont nous effectuons les missions dans l'espace. C'est très bien que les étudiants se penchent sur ces sujets. Ils n'ont aucun préjugé, ils n'ont aucune idée préconçue. La seule limite, c'est leur imagination. Et j'attends encore le résultat de leurs travaux. Je l'attends avec beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir. Donc ce sont des très bonnes idées que vous avez avancées. Je serai très intéressée de voir les résultats de ces travaux. En ce qui concerne Herschel, par exemple, une des vieilles missions de l'ESA qui a donné de bons résultats, nous allons arrêter les opérations de cette mission. On a juste arrêté cette mission car il n'y avait plus de liquide cryogène que nous pouvions utiliser. Peut-être que Herschel, il s'agissait d'un observatoire infrarouge de l'espace et les instruments étaient refroidis par un liquide de refroidissement cryogénique. Et on a dû arrêter cette mission car il n'y avait plus assez de liquide de refroidissement cryogénique. Si nous avions à disposition suffisamment de liquide de refroidissement cryogénique, nous aurions pu continuer cette mission. C'est juste un exemple qui nous montre nos limites. Donc,
tout un écosystème pourrait fonctionner grâce à ces ressources, bien sûr. Ce sont les seules missions d'exploration où vous devez apporter tout le matériel, tous les liquides à partir de la base de départ. Il n'y a aucune autre mission qui s'effectue de la sorte. Dans les autres missions, on utilise les ressources sur place pour faire fonctionner la mission et c'est beaucoup plus durable, beaucoup plus gérable. Les astronautes dans la mission Apollo pouvaient seulement rester là-bas pendant quelques jours parce qu'il n'y avait pas de ressources qu'ils pouvaient utiliser sur place. Ça veut dire qu'ils devaient rentrer très vite sur la planète Terre pour à nouveau disposer de ressources pour survivre. Donc c'est ça, les limites, les contraintes en ce qui concerne nos missions lunaires. Et on ne peut pas avoir de mission sur la Lune durable si on n'utilise pas les ressources spatiales. Aujourd'hui, nous avons eu cette expérience. On peut parler, bien sûr, d'autres expériences au-delà. Donc, l'eau de la Lune, est-ce qu'elle est renouvelable? L'eau, c'est le premier produit qui sera produit sur la Lune. L'eau est nécessaire pour la vie, pour le carburant, pour l'énergie. Tout ce qui est produit sur la Lune permettra d'avoir accès à des moyens de subsistance qui nous permettront de rester sur la Lune pendant plus longtemps et de façon beaucoup plus responsable et durable. Bruno, vous parlez à partir du point de vue d'un industriel. Ce serait intéressant d'avoir peut-être accès à d'autres types de ressources, par exemple des ressources en termes de métaux. Je pense que même après des décennies ou des siècles d'exploration, nous sommes toujours surpris par tout ce que nous découvrons. Nous devons rester très humbles. Il y a toujours de nouvelles choses que nous apprenons et qui nous surprennent. Nous devons être préparés à être impressionnés par ce que nous allons découvrir. Je ne peux pas dire ce que je pourrais découvrir. Je suis sûre que nous allons voir beaucoup plus de choses qui vont nous surprendre. Nous pouvons nous attendre peut-être à ce que la première utilisation des ressources spatiales soit à destination de quelques stations, quelques bases lunaires. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons, nous savons comment le faire. Donc avoir peut-être une station de renouvellement, des énergies et avec possibilité de s'approvisionner en carburant sur la Lune. Ce sera la première utilisation. Il y a ensuite d'autres ressources, mais nous avons seulement une vision très, très modique, très faible, limitée de ce que nous pouvons découvrir sur la Lune. Et même aujourd'hui, nous voyons qu'on a une vision très limitée de ce que nous pouvons découvrir sur Terre. En ce qui concerne les zones protégées sur la Lune, qu'en est-il? En ce qui concerne l'accord Artemis, il y a une section dans cet accord, la section qui suit la section sur les ressources spatiales. Et là, on parle de zones de sécurité. Ce sont des zones qui sont là pour éviter des interférences entre différentes activités
sur la Lune. Par exemple, si vous avez une activité d'extraction, vous définissez une zone de sécurité pour vous assurer qu'il n'y aura pas de dégâts, de dommages qui impacteront l'autre zone située à côté. Il considère également que les zones de sécurité pourraient être utilisées et considérées comme des zones de propriété. C'est donc un endroit que vous pouvez utiliser. C'est un endroit que vous utilisez sans que cela soit dommageable à la personne qui exploite la parcelle située à côté. Je ne suis pas un expert, hein, je parle juste de ce que je connais. Je pense que ces accords Artemis sont principalement dirigés sur l'exploitation des ressources spatiales parce que c'est absolument clé pour une exploitation lunaire ou spatiale durable. Cela pourrait devenir un enjeu géopolitique majeur. Ces accords ont été signés seulement par un petit nombre de partenaires. Oui, il y a seulement quelques partenaires qui sont impliqués aujourd'hui. Et bien sûr, c'est une question de temps pour que d'autres partenaires nous rejoignent. Là, je parle du Luxembourg, mais il y a d'autres signataires de cet accord. Et nous pouvons en rediscuter dans d'autres forums pour nous assurer qu'un progrès continuera à être enregistré dans ce domaine. Il faut aussi nous confronter à la réalité. Bien sûr, on développe ces systèmes, ces accords en tenant compte de la réalité. Nous arrivons maintenant à la fin de notre discussion. Est-ce que vous voulez conclure? Nous pouvons conclure aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas conclure sur l'exploitation des ressources spatiales. Il s'agit d'un marqueur, il s'agit d'un domaine qui va nous occuper pendant encore de nombreuses années. Merci beaucoup pour cette discussion. Bruno, vous avez parlé de l'industrie pétrolière, du forage, de tout ce qui concerne les astéroïdes. C'était une discussion très intéressante. Je vais reprendre une phrase qui a été mentionnée. Il y a une utilisation duelle de cette activité. Nous pouvons exporter beaucoup de technologies à partir de la planète Terre pour utiliser des ressources terrestres et nous pouvons importer de l'espace beaucoup de matières qui pourraient être produites sur la Lune, par exemple. L'exploration lunaire est une aventure collective. Il faut une coopération entre les pays, entre les agences et les gouvernements et entre l'industrie spatiale et l'industrie de l'exploitation des ressources naturelles. C'est donc une histoire de coopération. C'est extrêmement important. Merci beaucoup pour votre participation à ce séminaire. Malheureusement, nous n'avons aucun public dans la salle, sinon vous auriez été applaudis. Merci beaucoup et nous nous revoyons l'année prochaine. Merci, au revoir.